Aujourd'hui, je consacre la séance à l'étude des procédés d'écriture. Vous savez bien évidemment que vous avez une question dans la compréhension qui porte sur les procédés d'écriture. Et je vous dis vraiment un secret, cette question est une source de notes. Donc, profitez et maîtrisez bien vos procédés d'écriture pour avoir la totalité de la note dans votre bac. Alors, combien de procédés on a? On a les procédés grammaticaux, les procédés lexicaux et les procédés stylistiques. Bon. À quoi ça sert les procédés? Donc, si je dis procédé, j'entends ici de parler des moyens, des outils, un style d'écriture dont se sert l'écrivain afin d'exprimer un point de vue, afin d'exprimer une idée, un sentiment, etc. Donc, alors, je commence. Les procédés grammaticaux. C'est quoi les procédés grammaticaux? C'est en rapport avec la grammaire. Genre, type, mode, temps, adverbe, adjectif, interjection, apostrophe, etc. Voilà. Donc, je vous présente le procédé et son effet dans le texte. Pourrait exprimer une certitude, c'est l'évidence d'une information, une entière adhésion à une idée, état de l'esprit qui ne doute pas. Pour la forme négative, si vous remarquez une série de négations dans le texte, vous le mentionnez. Donc, la phrase négative pourrait connoter la soumission, le refus d'agir, l'engourdissement, la révolte, le refus de l'ordre établi et l'anticonformisme. Donc, la phrase négative traduit le refus de quelque chose de la part de l'écrivain. Bon. La phrase emphatique, c'est quoi la phrase emphatique? C'est mettre en exergue, mettre en relief, mettre en évidence, insister sur une idée ou bien sur une personne ou bien sur un personnage. C'est mettre en exergue le lyrisme, l'exaltation, l'extase, l'intention d'émouvoir et d'impressionner. Maintenant, je passe à la phrase, c'est-à-dire genre et type. Si vous remarquez une succession, une série de phrases complexes, ceci a tendance à l'analyse, à l'examen profond, à l'étude minutieuse. C'est la volonté de persuader, d'agir sur le lecteur. Donc c'est un rythme lent afin de convaincre le lecteur, de le persuader d'une telle idée. Pour la phrase courte, au contraire, elle pourrait connoter l'hésitation, l'indétermination, la confusion ou la force de l'émotion, la surexcitation, c'est le rythme accéléré et saccadé. Bon. Pour les types maintenant, si vous remarquez dans un texte la récurrence des phrases interrogatives, c'est-à-dire des questions, ceci pourrait exprimer le doute, l'inquiétude, l'incertitude, l'état d'âme en quête de réponse, de soulagement, d'apaisement. C'est un sentiment d'insatisfaction. Donc, l'écrivain est en train de chercher une réponse. Une explication, disons. Mais des fois, vous trouvez des questions à laquelle on ne cherche pas une réponse. On appelle fausse question ou bien interrogation rhétorique ou bien question oratoire. C'est une affirmation déguisée. La réponse est suggérée déjà. C'est une intention d'impliquer le lecteur, de mobiliser son intelligence. Et des fois, l'auteur a recours à ce type de questions afin d'exprimer sa révolte ou bien son indignation. D'accord? Voilà. Pour les phrases exclamatives, c'est pour exprimer généralement des sentiments variés, comme l'euphorie, le bonheur, ou bien le contraire, la dysphorie, la douleur et l'angoisse. Bon. Pour les modes maintenant, le mode subjonctif, c'est le mode de la passion, de l'exaltation, recurrent dans la poésie lyrique, car il exprime la crainte, le désir, c'est le mode du virtuel, de l'envisager. Le conditionnel maintenant, il marque le souhait, l'hypothèse, le doute. L'impératif,
Il marque la tonalité injonctive, l'ordre, la prescription, l'obligation. Pour les temps, on a le présent gnomique. Il présente une vérité sous forme de sentence, de maxime généralisée, universalisée, intention d'exagérer, d'amplifier. L'imparfait maintenant, il exprime une habitude, une coutume, connote l'ennuyeux, le monotone ou l'harmonieux, l'agréable. Contrairement à l'imparfait, on a le passé simple qui montre la brièveté de l'action, la rapidité de son accomplissement qui produit un effet de surprise. Voilà pour quelques temps. Les pronoms maintenant. Si vous remarquez l'emploi du pronom personnel indéfini en, c'est pour généraliser, exagérer l'ampleur de, conférer un aspect mystérieux, fantastique et susciter la curiosité. Voilà pour ce pronom. L'interjection, c'est évoquer des émotions et des sentiments divers. C'est quoi une interjection? Par exemple, oh, ah, hélas. Ce sont des interjections qui expriment des émotions. L'apostrophe, c'est quoi l'apostrophe? C'est interpeller quelqu'un. Donc, interpeller le destinataire, établir un contact avec lui, l'impliquant dans la communication. D'accord? Par exemple, Signol qui se rappelait son grand-père dans une communication avec lui, dans une discussion virtuelle pour garder son image vive et pour garder son image mémorisée dans son esprit. D'accord? Voilà. Le superlatif maintenant. Le plus, le moins. C'est une tonalité épique. Ça donne une tonalité épique dans le texte. Démontrer la supériorité, le dépassement, l'intention d'exagérer, d'impressionner, de persuader. Et généralement, on peut trouver ceci dans la description, par exemple, de l'héroïsme. On peut utiliser le superlatif afin de montrer, afin de brosser une image de supériorité, par exemple, du héros. Bon. L'adversatif mais. Des fois, vous trouvez deux paragraphes qui sont séparés de l'adversatif mais. Ceci, c'est pour annoncer un changement d'état, un bouleversement de situation. Voilà pour les procédés grammaticaux. Je passe maintenant aux procédés lexicaux. Si je dis les procédés lexicaux, c'est en rapport avec le vocabulaire. On a les champs lexicaux, c'est-à-dire des mots qui appartiennent à la même famille, ou bien on remarque l'emploi d'un vocabulaire que ce soit appréciatif ou bien dépréciatif. Appréciatif, c'est pour valoriser, pour donner un personnage, et le vocabulaire dépréciatif, c'est pour exprimer un point de vue de refus, un dégoûtant, une révolte, c'est pour critiquer, c'est pour dévoiler ce qui est mauvais, ce qui est anormal. Voilà. Pour le registre de langue, des fois, l'écrivain a recours à divers registres de langue, tels que le registre soutenu, courant et familier. On a terminé les procédés grammaticaux, les procédés lexicaux. Je passe maintenant aux procédés stylistiques. Et si vous voulez prendre quelques notes avec moi, s'il vous plaît. Je commence par les figures d'analogie ou de ressemblance. Ici, j'ai essayé de les regrouper, de les partager en critères. Le premier critère, c'est les figures d'analogie ou de ressemblance. Bon, je commence par la comparaison. C'est quoi la comparaison? La comparaison rapproche de termes ayant une caractéristique commune en soulignant à l'aide de comme, semblable à, pareil à, la ressemblance qui les unit. Vous pouvez ajouter aussi ainsi que, aussi que,
ressemble à, pareil à, tel que, proche de, voilà. Et l'exemple, et moi, je suis semblable à la feuille flétrie. Semblable à, c'est la comparaison ici. La métaphore maintenant. La métaphore, c'est une comparaison implicite, mais sans outil de comparaison. Par exemple, la culture est une nourriture. Mais si la métaphore se prolonge sur toute une phrase, voire sur plusieurs, on parle alors de la métaphore filée. J'explique. Si vous voulez prendre note ici, je vous donne un exemple pour comprendre bien la métaphore filée. Si je dis la vie est un hôpital, ici c'est une métaphore simple. J'ai comparé implicitement la vie à l'hôpital. Mais si je dis la vie est un hôpital, chaque malade souffre d'une maladie incurable. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai présenté une métaphore, mais j'ai essayé de développer l'image B. Ici, j'ai comparé l'image A qui est la vie à l'image B qui est l'hôpital implicitement. Mais j'ai continué par l'emploi du champ lexical de l'image B. Donc, l'hôpital, à la suite, on a un développement de ce mot à travers le champ lexical suivant. Chaque malade incurable souffre maladie. Car en réalité, je ne parle pas de l'hôpital ici, mais je parle de la vie. Je me suis prêté ici le champ lexical de l'hôpital afin de montrer les vicissitudes de la vie, les souffrances de la vie. D'accord? Voilà la métaphore filée. La personnification maintenant, c'est une figure qui consiste à attribuer à une chose ou à un animal les caractéristiques d'une personne humaine. Exemple, dans les fables de La Fontaine, les animaux parlent comme s'ils étaient des êtres humains. Exemple, l'arbre blessé dit « Arrête, tu me fais mal ». Ici, on a personnifié l'arbre. C'est pour montrer sa souffrance. L'allégorie maintenant. L'allégorie, ça ressemble un peu à la personnification, mais il y a une petite différence. Elle consiste à représenter une réalité abstraite par un concept concret, c'est-à-dire évoquer une idée telle que l'amitié, la beauté, la liberté ou une réalité comme la mort en lui prêtant les traits d'une personne. Autrement dit, la personnification, c'est personnifier ce qui est concret et l'allégorie, personnifier ce qui est abstrait, une idée, une valeur, quelque chose qu'on ne voit pas. Par exemple, la liberté vient frapper à ma porte. Ici, on a personnifié la liberté, c'est une valeur. D'accord? Voilà pour les figures d'analogie ou de ressemblance. Je passe maintenant aux figures d'insistance et d'amplification. Premièrement, la gradation, c'est une succession de mots, d'expressions classés par ordre croissant ou décroissant d'intensité. C'est pour montrer ici la gravité. Exemple, je me mords, je suis enterré. Donc, vous voyez la croissance ici. L'anaphore, elle se caractérise par l'emploi répété d'un mot ou des mêmes mots au début d'un groupe de mots, d'une phrase et des vers consécutifs. Exemple, partout l'image idée, partout la pensée fleur, partout les fruits. Vous avez l'emploi anaphorique de l'adverbe partout. Voilà. L'hyperbole maintenant, c'est une figure de style qui consiste à exagérer fortement la réalité. Il a tout dit. Ici, c'est une exagération. Ou bien vous dites je suis mort de faim. C'est pour exagérer ici l'image de la faim. L'accumulation, c'est une succession de mots ayant la même nature grammaticale. Rien n'est si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné
que les deux armées. Vous avez ici une succession d'adjectifs. Beau, leste, brillant, ordonné. Voilà pour les figures d'insistance. Je passe maintenant aux figures d'opposition. On a 3. L'antithèse. Donc, l'antithèse fait coexister deux termes de sens contraire à l'intérieur du même énoncé. Exemple, la douce vie vient mort lente dans ces endroits oubliés. Vous avez vie et mort, deux antonymes. L'oxymore maintenant, elle fait coexister deux termes de sens contraire à l'intérieur du même groupe. Un cri silencieux, une douce souffrance, une obscurité éclairante, un amer bonheur. Vous avez ici l'association de deux mots contradictoires. Le chiasme, c'est une figure de construction opposant des termes 2 à 2 selon le schéma A, B, B, A. Ça ressemble ici à l'antithèse, mais on a ici 4 termes au lieu de 2. Donc, exemple, la neige fait au nord ce qu'au sud fait le sable. Vous avez neige, sable, nord, sud. Voilà. Alors, nous achevons par les figures de substitution ou de remplacement maintenant. L'antiphrase, d'abord, c'est le fait de dire le contraire de ce que l'on pense dans l'intention de se moquer. Ici, c'est pour se moquer. C'est une figure d'ironie et de satire. Exemple, il a écrit un vers, c'est un poète. Dire d'un dégoûtant, il est propre cet endroit. La périphrase, on ne désigne pas, l'être ou l'objet par un mot, mais par une expression. Par exemple, vous dites, j'ai visité la capitale des Lumières, c'est pour parler de Paris. Ou bien, le roi de la jungle, c'est pour parler du lion. D'accord? L'euphémisme maintenant. On emploie à la place d'un mot, un autre mot ou expression qui atténue son sens déplaisant, choquant ou désagréable. Au lieu de dire notre grand-mère est morte, vous dites notre grand-mère nous a quittés. Donc c'est pour atténuer, pour diminuer la souffrance et le choc de l'information. Donc au lieu de dire j'ai croisé un aveugle, vous dites j'ai croisé le non-voyant. Bon, la litote maintenant, on atténue une idée par une tournure moins directe, souvent par un verbe à la forme négative, par la litote. On exprime implicitement beaucoup plus qu'il n'est dit. Exemple, va, je ne te hais point. Je t'aime. Au lieu de dire ceci, je dis va, je ne te hais point. C'est-à-dire, je t'aime. C'est la fameuse phrase de Chimène, de Racine. Bon, la métonymie. On ne désigne pas l'être ou l'objet par son nom, on utilise le nom d'un autre qui lui est proche parce qu'il s'agit de son contenant, sa cause ou bien son origine. Exemple, au lieu de dire c'est un bon joueur de tennis, vous dites c'est une bonne raquette. Donc on a désigné le joueur de tennis par le moyen qu'il utilise, c'est la raquette. Socrate a bu la mort, c'est pour désigner sa cause ici, le poison qui a causé sa mort. La synecdoque, maintenant, exprimer un tout par une de ses parties et inversement, ou bien exprimer un objet par sa matière. Au lieu de dire j'ai vu des voiles, j'ai vu des bateaux, je dis j'ai vu des voiles. Les voiles sont la partie des bateaux. Bon, au lieu de dire j'ai acheté une maison, on dit j'ai acheté le toit tant souhaité. Le toit, c'est une partie de la maison. C'est la synecdoque. Voilà donc pour les figures de style. Maintenant, je passe à un exercice d'application sur les procédés d'écriture. Et je vais insister ici sur les figures de style. Allez-y, la première phrase.
Il a composé 2 vers, c'est un grand poète. Alors, c'est quoi? C'est, très bien, c'est l'antiphrase. C'est pour se moquer ici, c'est la satire, c'est l'ironie. Elle a pris 1000 précautions. 1000 précautions, c'est, voilà, c'est l'hyperbole. Très bien. Le fleuve est comme un serpent. C'est une comparaison. Comme un serpent, c'est la comparaison. Eh bien, une succession, c'est la juxtaposition des mots ayant la même classe grammaticale. Ce sont des verbes ici. La paix est poignardée. Donc, la paix est une valeur. Ici, on a concrétisé une idée abstraite. C'est l'allégorie. La science est une lumière. C'est une métaphore. Très bien. On a comparé implicitement la science à la lumière. Il mange, dévore, avale. C'est la gradation. Vous avez un ordre croissant. La rivière ronronne. C'est la personnification. La lune est comme un phare. C'est la comparaison. Le bonheur est une perle. C'est la métaphore. Il est mort de fatigue. C'est l'hyperbole. Il a cassé la vitre. C'est du beau travail. C'est l'antiphrase. On se moque ici. La rivière chante. C'est une personnification. La mort moissonne tout le temps. C'est l'allégorie. Il s'en va, s'éloigne, disparaît. C'est la gradation, pardon. Il tue, brise, démolisse. C'est l'accumulation. Voilà donc cette étude sur les procédés d'écriture. Donc profitez-en s'il vous plaît. Cette question est une source de notes. Ne la négligez pas. D'accord? Donc vous commencez votre réponse par l'écrivain a recours à divers procédés d'écriture afin d'exprimer telle ou telle idée dont on peut citer d'abord et vous commencez procédé par procédé. D'accord? Si l'écrivain a recours à cette figure ou bien à ce procédé, c'est pour mettre l'accent sur telle ou telle idée. D'accord? Donc, ne négligez pas cette partie, ne négligez pas cette réponse, cette question. Donc, révisez bien les procédés d'écriture et bonne chance. Merci et à la prochaine.